Est-ce que vous pouvez simplement déjà me dire si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, en attendant que les dernières personnes se joignent à nous? Je ne sais pas si vous pouvez mettre un petit message ou un petit retour. Ça, moi, ça me permet de... Ok, top. Merci pour ceux qui ont répondu. On va attendre peut-être juste 1 ou 2 minutes et puis on va commencer. Bon, j'ai eu le go officiel de la régie pour qu'on parte. Donc, allons. Déjà, merci à tous d'être connectés aujourd'hui et de vous être rejoints pour ce webinaire. Quelques mots peut-être simplement sur Steamshift, puisqu'il y en a certains qui nous connaissent bien et qui ont déjà suivi un peu l'aventure, mais ça donnera un petit peu de contexte pour tout le monde. Donc, on a monté donc Steamshift chez Steam il y a 2 ans, avec la conviction que la réinvention allait finalement être un enjeu au cœur de la transition environnementale des entreprises dans les prochaines années et même dès maintenant, vu des enjeux du moment. Et qu'en fait, on n'allait pas pouvoir finalement mener cette transition environnementale sans repenser en profondeur nos modèles industriels, nos produits, nos services, en gros tout ce qui constitue notre société aujourd'hui et qui est, qu'on soit d'accord ou pas, en grande partie aujourd'hui façonné par les entreprises. Donc voilà sur quelques mots sur Steamshift, qui on est, comment on se positionne aujourd'hui sur ces sujets-là. J'entends des petits souffles dans le micro. Donc, merci déjà. Oui, il y a d'autres personnes qui sont venues nous rejoindre. Donc, de nouveau, merci de participer à ce webinaire. Donc, ça sera l'occasion pour nous de vous donner vous partager, on va dire, un peu plus en détail nos constats, les insights, puisque c'était le nom du webinaire, qu'on peut avoir autour de ces sujets de réinvention pour la transition environnementale. Et on est aussi très preneur de vos retours, de vos remarques, de vos suggestions, de vos questions. Vous pouvez les envoyer là dans le chat et on pourra en discuter donc en live à la fin, plus tard, s'il y en a qui veulent qu'on poursuive cette discussion. Donc, n'hésitez pas. Moi, si on arrive à faire quelque chose d'un peu interactif, c'est toujours aussi agréable de l'autre côté. Alors, donc, allons-y. En gros, nous, quand on a fait ce constat, voilà, on a échangé, à en discuter avec pas mal d'entreprises, avec pas mal d'acteurs, d'ailleurs certains d'entre vous aussi. Et en fait, le constat, le fait qu'il y avait besoin en fait de cette démarche de réinvention sur les sujets de transition environnementale était finalement assez partagé. Mais dans les faits, le nombre d'entreprises qui concrètement avaient engagé ce genre de démarche n'était finalement pas si nombreuse. En gros, nous, on avait un peu représenté ça, donc les différentes grandes activités autour de la transition environnementale, avec ce petit graphique qui est, il y a plein d'autres choses, mais qui est assez simplifié, avec toute la phase que nous, on a appelée d'intégration, qui est toute la phase où les entreprises intègrent en fait l'enjeu environnemental dans la stratégie, au sein du collectif, où il y a tout un service RSE qui se constitue, des équipes dédiées qui sont mises en place, etc. Pas mal de sensibilisation aussi dans ces phases-là, dans ces activités-là. Toutes les activités autour de l'optimisation, où on intègre notamment toutes les activités de mesure,
de reporting et ensuite les démarches qui visent à optimiser le modèle, que ce soit au niveau du process ou des produits de l'entreprise, des services. Phase que nous, on appelle réinvention, et puis vous l'avez compris, qui est pas mal au cœur de notre problématique à nous, où on va s'autoriser à aller un cran plus loin dans le fait de repenser finalement l'activité cœur de l'entreprise. Sur tous ces sujets-là, ce dont on se rendait compte finalement, c'est qu'il y a en fait la majorité des activités, des efforts des entreprises qui sont aujourd'hui concentrés en fait dans la phase d'optimisation. Et ce qui est une bonne chose, hein, ce sont des activités qui sont nécessaires, bien souvent incontournables. Ce n'est pas la question. Alors, juste pour illustrer peut-être un tout petit peu, parce qu'on échange avec pas mal d'acteurs, on demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la feuille de route de l'entreprise, etc. Donc, on va retrouver toutes les choses autour de l'efficacité énergétique, récupération des pertes d'énergie, isolation, etc. Tout ce qui est autour des matériaux biosourcés, recyclables, recyclés, réemployés, enfin tout ce qui est de la substitution. Les travaux autour des mix énergétiques, les pratiques d'éco-conception, réduire les emballages, la quantité de matière dans les produits, etc. etc. Et de nouveau, là n'est pas la question sur le fait qu'il faille le faire. Oui, il faut le faire. Nous, on a juste une toute petite tension, on va dire, sur le fait que finalement, quasiment 100% des efforts vont être concentrés là-dessus, alors que, de nouveau, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est bien souvent, on se rend compte que c'est pas suffisant. C'est OK, vous faites tout ça, c'est génial. Mais derrière, est-ce que ça permet effectivement d'atteindre les objectifs qui sont de plus en plus ambitieux, notamment le dernier rapport du GIEC et puis de toute l'actualité autour de l'environnement, mais est-ce que c'est suffisant? Et la réponse, souvent, ça va être non, on ne va pas forcément atteindre l'ensemble des objectifs avec ce type de démarche, etc. Et en plus, et ça, c'est ma petite analyse, on va dire, de notre côté, mais on va dire réglementaire, la taxe sorting, etc., qui sont nécessaires, bien évidemment, pour plein d'autres raisons, ont plus tendance à encourager encore plus sur le pan de l'optimisation, d'aller gagner un pourcentage par-ci, un pourcentage par-là, etc. Ici, on est en fait dans des logiques finalement qui sont ou bien, comme je le disais, insuffisantes. On avait un acteur qui nous disait, donc directeur R&D, qui nous disait, et ça nous a déjà, il y a 2 jours, on avait encore une personne qui nous disait, oui, c'est effectivement aussi le cachet. C'est plus d'entreprises qui disent, oui, effectivement, ces leviers sont insuffisants. On les met en place, mais on sent que atteindre les objectifs à horizon 2030, 2050, ça ne va pas suffire. Et en plus, assez peu efficace dans le sens où généralement, c'est des investissements importants, des efforts importants qui sont menés autour de ces démarches d'optimisation et des résultats en termes d'optimisation qui sont relativement modestes. Je dis bien relativement parce qu'il y a des choses quand même, des grands pas qui sont faits, mais souvent avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des efforts investis. Donc ça, c'est les limites finalement un petit peu de l'optimisation et des leviers d'optimisation que nous, on peut voir dans le monde de l'industrie. On a d'ailleurs écrit un article, on pourra vous envoyer le lien là-dessus après le webinaire, mais sur justement le pourquoi tous ces leviers d'optimisation sont insuffisants et ne permettent pas forcément d'aller assez loin avec cette notion de mur invisible. Mais on va un petit peu avancer là aujourd'hui. On vous renverra le lien juste après. Et en gros, nous, ce qu'on va dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement aller plus loin, comment est-ce que la réinvention peut permettre de dépasser en fait ce mur invisible et d'aller chercher des gains ou des améliorations en termes de performance environnementale qui sont beaucoup plus importants. Et ce n'est pas si évident en fait d'expliquer, de présenter le potentiel de la réinvention, de faire comprendre en fait à pas mal d'acteurs en entreprise ce que ça signifie, les leviers qui peuvent se cacher derrière. D'une part, parce que déjà énormément d'efforts, comme je viens de le dire, sont investis dans l'optimisation, donc on n'a pas le temps, pas les ressources, pas l'énergie pour s'intéresser à d'autres démarches qui remettraient en plus en question beaucoup plus profondément le modèle de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais ce n'est pas si évident
d'imaginer que l'on pourrait faire autrement tant qu'on n'a pas fait autrement, concrètement. Grosso modo, nous, ce qu'on va mettre derrière réinvention, on ne va pas faire de magie. Enfin, on ne va pas arriver en disant bon, bah, nous, on a la solution magique qui va permettre complètement, d'avoir des gains en performance environnementale extraordinaires auxquels vous n'auriez jamais pensé. Ce n'est pas du tout notre positionnement. On va bien se garder d'avoir ce type de discours. Mais en gros, nous, notre approche, c'est de s'autoriser, en fait, à ce qu'on disait ici, à s'autoriser. À sortir du terrain de jeu habituel dans lequel jouent finalement les entreprises, en allant venir challenger, remettre en question des paramètres qui jusque-là n'avaient pas été, qui étaient considérés comme fixés, comme invariants, comme faisant partie du cahier des charges, faisant partie de l'environnement, de l'écosystème, etc. Donc, ça, c'est vraiment un changement de perspective qui n'est pas toujours évident en fait, à partager. Et là-dessus, d'ailleurs, si jamais vous avez d'autres manières de présenter les choses, d'expliquer, nous, on est toujours très preneurs d'échanger là-dessus. En gros, si on regarde là quelques exemples concrets sur, par exemple, Safran Helicopter Engine, où on avait travaillé sur les turbines d'hélicoptères, quand on arrive et que les ingénieurs nous disent non, en fait, on a déjà tout optimisé, la turbine, sur tous les mécanismes possibles, on va avoir des ingénieurs spécialisés, on va dire, en thermodynamique qui vont nous expliquer que de toute façon, en théorie, la théorie de la thermodynamique nous dit qu'on ne peut pas aller au-delà des performances actuelles des turbines. Ce n'est pas possible, c'est la physique qui le dit. Et quand on dit si, on va y arriver, forcément, c'est pas évident à comprendre le comment, pourquoi. Et pourtant, finalement, on y arrive. C'est-à-dire, on arrive à faire énergétique. Mais de nouveau, c'est pas de la magie, simplement, on est allé jouer sur des choses qui étaient au-delà de la turbine, déjà sur l'architecture moteur au global, quand les ingénieurs, eux, étaient vraiment centrés sur la turbine d'hélicoptère en elle-même. On est allé jouer sur qu'est-ce que c'est qu'une mission d'hélicoptère, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut optimiser la mission en elle-même, le parcours, comment est-ce qu'on peut adapter le moteur à la mission, etc. C'est-à-dire tout un tas de paramètres qui n'étaient finalement pas regardés et pas travaillés par ces équipes-là. Donc, de nouveau, on n'arrive pas en disant que ces personnes, ces équipes n'ont pas fait leur travail, n'ont pas bien fait leur travail, ce qui est souvent l'incompréhension à laquelle on est confronté. Mais simplement, nous, on est juste là pour venir ouvrir de nouveaux terrains de jeu, de nouvelles manières en fait, de venir regarder le sujet. Même chose quand on a travaillé sur les bouteilles de verre. Forcément, ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas un sujet où là, un acteur du monde du verre travaillait effectivement déjà depuis des dizaines d'années sur comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de CO2. Ils ne nous ont pas attendus pour le faire. Les équipes R&D travaillaient déjà dessus. Et donc forcément, on arrive en disant oui, nous, on va réussir avec vous à aller chercher des gains extraordinaires. De nouveau, pas de magie. En fait, ce qui va ressortir, c'est que on n'a pas forcément partagé les sorties effectives puisque c'est des choses qui sont confidentielles, mais en tout cas, ce genre de démarche, ça ne ressemble plus exactement à une bouteille en verre. On a repensé l'usage, on a repensé l'architecture et on n'est plus sur une bouteille en verre. Quand l'équipe R&D historique, elle, son mandat, son périmètre de jeu, c'était comment est-ce qu'on émet moins, mais toujours pour faire la bouteille de verre telle qu'elle existe. Et donc là, on a réussi à faire du moins 40% d'émissions. Et dernier sujet autour des verres optiques, je vais passer plus rapidement, mais même chose. Si on continue à optimiser le process de production de verre, on va gagner des pourcents, on va gagner du 10, du 20, du 30%. Par contre, quand on veut aller vers du moins 90%, en fait, on va complètement transformer la manière dont on produit finalement ces verres. Voilà là pour quelques exemples sur ce changement de perspective. Finalement, qu'est-ce que nous, on met derrière réinvention et au-delà de l'optimisation, c'est quels sont les paramètres sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de jouer, sur lesquels les équipes ne sont peut-être même pas autorisées à jouer aujourd'hui et qui pourtant peuvent amener des gains assez importants. Alors, moyennant effectivement des transformations assez profondes qui dépassent forcément le périmètre de l'entreprise, etc. Mais qui sont des modèles qui, d'un point de vue à minima environnemental, font sens et méritent d'être regardés, d'être explorés. Est-ce que déjà là-dessus, il y avait des remarques ou des questions? Enfin, n'hésitez pas en tout cas à réagir en direct. J'essaierai de rebondir à la mesure du possible aux remarques.
simplement là pour passer rapidement, vu qu'il y a pas mal de manières en fait d'y parvenir et de mener ces démarches de réinvention. Nous, on a une méthode qui a été conçue pour le faire. Et de nouveau, il existe plein d'autres manières de le faire, mais pour ceux que ça intéresse, dans les grandes étapes finalement de cette approche, on va commencer par justement identifier ce que nous on va appeler les points de fixation, qui vont être ces fameux paramètres qui ne sont pas remis en question, qui parfois font même partie du cahier des charges ou des spécifications qui sont transmises aux équipes de l'entreprise. Donc, on identifie ces fameux points de fixation, on force la remise en question par le collectif, par les experts, par les équipes. Mais qu'est-ce que ça permettrait d'ouvrir, de faire, que de remettre en question tel ou tel élément? Par exemple, si je reprends les exemples de tout à l'heure, et si on regardait, on changeait finalement l'architecture du moteur et pas juste la turbine, et si on modifiait le profil des missions qui sont réalisées par les hélicoptères, qu'est-ce que ça changerait? Comment est-ce qu'on pourrait du coup, en retour, modifier la manière de concevoir les turbines, etc., etc. Et derrière, du coup, on va explorer ces terrains de jeu, se dire, mais finalement, quels seraient les concepts qui pourraient émerger dans ce monde-là, est-ce qu'ils auraient du coup un potentiel ou pas, etc., etc. Donc après, c'est des choses que vous connaissez peut-être mieux. Donc voilà finalement en gros les grandes étapes autour de ça. Même chose, on pourra vous mettre un lien ou vous partager des références si ça vous intéresse de creuser ces approches, de creuser ces méthodes pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais moi aujourd'hui, l'idée c'était simplement d'essayer de vous faire sentir ce que ça veut dire en fait cette réinvention et ce qu'on peut aller chercher derrière, alors même que on n'est pas encore, on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. Là-dessus, on passe finalement d'une posture et qu'on voit beaucoup, et c'est normal, je ne jette la pierre à personne, mais qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, qui est de se limiter à des leviers d'optimisation qui sont parfois et de manière assez consciente et partagée insuffisants au vu des objectifs, à une posture ou une approche, on arriverait à finalement ouvrir des nouveaux terrains de jeu. Et de nouveau, ce n'est pas l'un à la place de l'autre, mais bien souvent les deux en parallèle. Et vu les enjeux, on va dire, d'urgence aujourd'hui, éviter le séquentiel. C'est-à-dire, on a beaucoup d'entreprises ou de personnes qui vont nous dire, on a déjà beaucoup à faire, on va déjà avancer sur tel sujet, et puis on regardera les nouveaux terrains de jeu ou la réouverture ou la réinvention dans un second temps. Là, au vu des enjeux de l'urgence autour de ces sujets-là, nous, on a plutôt envie de militer pour la parallélisation en fait, de ces deux approches, d'autant plus que parfois, il y a des raccourcis assez intéressants qu'on peut aller chercher par la réinvention. Et, bon, la petite image qu'on aime bien quand même chez nous, mais qui a déjà été utilisée et réutilisée. Mais de nouveau, on revient sur, voilà, on met beaucoup d'efforts à ajuster, adapter un modèle quand parfois d'autres approches ou d'autres perspectives permettraient de peut-être faire gagner du temps à tout le monde. Et du coup, là-dessus, peut-être, je vais vous laisser un tout petit peu réagir ou rebondir. Je ne sais pas si vous êtes capable de mettre, alors à la louche, ou un gros smile, mais le pourcentage d'efforts peut-être qui est mis sur des sujets, on va dire, d'optimisation versus des démarches plus de réinvention. Est-ce que vous êtes vous seriez, enfin voilà, peut-être que c'est, je sais pas, du 80-20 ou du 50-50, juste pour avoir peut-être un petit retour. Est-ce que c'est un focus que vous voyez, vous, dans vos entreprises ou pas du tout? Après, ça va être des entreprises, des industries, certaines vont être plus avancées que d'autres, ou plus parce que par exemple, l'entreprise, les industries, on va dire, de l'énergie ou du transport, qui ont entamé leur transition environnementale, énergétique un peu plus tôt, ont déjà un peu de prix d'avance sur ces sujets-là. Mais je vous laisse, je ne sais pas si c'est des choses que vous pouvez partager ou pas. Enfin, peut-être juste dites-moi, ou peut-être est-ce que vous vous reconnaissez ou pas du tout dans ces profils. Ouais. Merci Maya, merci. Du coup, on avait donc 90% et 10% sur des nouvelles approches. Ok, déjà du 50-50, c'est déjà assez avancé, assez effectivement pionnier par rapport à pas mal d'entreprises. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient rebondir ou réagir là-dessus. Ou peut-être même plutôt sur les blocages ou les freins qui font que ce n'est pas si évident d'aller mettre des réflexions de réinvention au cœur des discussions.
95,5, ouais. Mais déjà, moi, je trouve ça déjà assez positif, c'est que systématiquement, il y a une petite place qui est réservée aux enjeux de réinvention. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent, je vous laisse, ou d'autres qui veulent peut-être plus partager sur les freins ou ce qui empêche finalement d'avoir cette discussion ou de mettre ces sujets au cœur des échanges, je ne sais pas. 100, 0. OK. Ouais, ça, du coup, c'est ça, c'est une remarque super intéressante pour moi sur l'ACV. On a eu beaucoup d'échanges avec des entreprises qui justement nous disaient, on fait notre bilan, on fait l'analyse du cycle de vie, on fait, en gros, on se concentre déjà à bien comprendre effectivement ce qui se passe, etc. Et c'est peut-être un petit peu mal, hein, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a besoin, en fait, pour des démarches d'optimisation, d'avoir des métriques. Alors, très fines pour savoir où est-ce qu'on va aller optimiser, quelle est la partie du process, quels sont les gains qu'on va pouvoir aller chercher. Et on a souvent besoin de chiffres très avancés avant de pouvoir passer à l'action, au-delà de toute la partie reporting qui est de toute manière dans la partie réglementation obligatoire. Alors que pour les démarches de réinvention, bien souvent, d'avoir déjà une bonne compréhension de ce qui se passe, où sont les plus gros postes d'émission. Et bien souvent, en fait, quand on pose la question à des experts, on n'a pas besoin d'avoir les tableaux complets de tous les postes d'émissions de CO2 ou de déchets, etc. On a déjà en fait le profil assez grosse maille et en fait ces éléments nous permettent déjà d'entamer les démarches de réinvention puisque derrière on va complètement repenser le modèle et ces premières estimations sont largement suffisantes. Donc on est toujours un petit peu en train d'être face à des entreprises qui ont besoin d'avoir des choses très très fines, très très avancées en termes de chiffres, quand des estimations assez grosses mailles souvent permettent d'orienter déjà assez fortement les démarches de réinvention. Mais nécessaire par ailleurs, effectivement. Ouais, les coûts sont le principal. Attention en termes de toute l'entreprise qui considère ne pas avoir le temps de poser la réflexion. Ouais. Et ça, effectivement, c'est le deuxième élément nous qu'on voit effectivement souvent. Sur les démarches d'optimisation, on est effectivement sur des leviers qui sont généralement un peu plus connus, dont on connaît les résultats, on sait comment les implémenter, on sait ce qui va se passer derrière. Et donc, en termes de maîtrise du risque ou de ROI, on est dans un niveau de contrôle, on va dire, un peu plus important. Et effectivement, en termes d'horizon, souvent sur des horizons un peu plus court terme. Et qui, du coup, de nouveau, vont encourager à se positionner sur ces leviers-là. Et alors que juste parce que sur le levier parfois de réinvention qui peuvent être un peu plus long terme ou un peu plus ambitieux, on aurait intérêt à aussi les initier dès maintenant pour que à moyen terme, on puisse avoir les résultats et ne pas attendre les quelques années de trop. Donc, pour moi, on a effectivement les éléments clés là, de toutes les discussions qu'on a aujourd'hui avec pas mal d'entreprises sur le positionnement en fait, d'optimisation versus réinvention et comment est-ce qu'on fait pour lancer ces démarches, on va dire, plutôt en parallèle qu'en séquentiel. En tout cas, merci pour les retours et les partages. Donc là, c'était vraiment sur le premier point, on va dire, un petit peu de blocage ou de prise de conscience, on va dire, qui est important pour nous. C'est vraiment prendre conscience qu'on peut aller chercher d'autres leviers que les leviers d'optimisation et que ça peut amener beaucoup de valeur, qui n'est pas toujours encore très clair chez pas mal d'entreprises. Et un deuxième sujet qui est, il y a pas mal d'entreprises, comme je disais tout à l'heure, qui sont déjà bien avancées, qui ont déjà identifié des nouveaux terrains de jeu, des modèles alternatifs, des nouveaux types de solutions qui permettraient a priori d'avoir des gains assez drastiques. Je prenais l'exemple notamment de la consigne dans le monde du packaging. C'est pas nouveau, ça fait un moment que ces acteurs-là ont ce modèle en tête. Et pour autant, c'est pas si, c'est compliqué. Ça ne marche pas, on reste un petit peu bloqué à des projets qui vont être des projets au niveau projet pilote ou des premiers prototypes. Donc, ce n'est pas un problème on va dire, de volonté. Il y a la volonté d'y aller. Il y a souvent une ambition assez affichée
enfin en tout cas une intention assez affichée d'y aller. Mais en pratique, on va avoir du mal à passer à l'échelle, à industrialiser, à investir assez fortement jusqu'au bout en fait. Donc, il y a beaucoup de bonnes raisons à ça, bien évidemment. Si là, je continue un petit peu dans mon exemple, hein, mais c'est des modèles qui sont souvent très nouveaux, qui vont venir mettre en tension le modèle actuel de l'entreprise, que ce soit sur la cannibalisation, la mise en concurrente avec le modèle historique de l'entreprise. Forcément, quand on parle consigne, quand on parle réemploi, ça veut dire diminution des volumes de packaging vendus ou produits. Mise en tension sur même les capacités de l'entreprise. Si on veut aller vers ce type de modèle, ça veut dire les capacités industrielles n'ont peut-être plus rien à voir avec les capacités de production historiques de l'entreprise, sur les marchés qu'on va adresser, qui vont être des marchés qui sont nouveaux, qu'on ne connaît pas. Et puis sur le fait qu'en fait, et ça c'est une phrase qu'on entend souvent, c'est ça ne dépend pas que de nous, et qui est tout à fait vrai, hein, mais effectivement, l'écosystème n'est pas forcément mature, il n'y a pas forcément les bons acteurs, les bonnes solutions technologiques qui sont disponibles dans l'écosystème, par exemple là, sur les solutions de tracking, sur les capacités de lavage, de collecte, sur le marché même parfois, où les utilisateurs, les clients qui ne sont pas prêts à se positionner. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que ça bloque en fait sur la phase de passage à l'échelle, sur la phase d'investissement, d'industrialisation. Et forcément, sous cet angle-là, moi j'ai l'impression nous, on a l'impression que sur ces sujets-là, finalement, oui, il y a tous ces blocages-là, on ne va pas les nier, il y a tout un tas de choses qui font que c'est un sujet qui n'est pas facile, qui va nécessiter pas mal d'efforts pour mettre en mouvement. Mais un des plus gros blocages pour moi, c'est le fait qu'on considère ces sujets comme étant des projets, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est un projet comme un autre et que si on prend tous les éléments qu'on vient de lister à l'instant, en gros, on a tous les indicateurs qui sont au rouge, on explique que ça va être long, que le marché n'est pas là, qu'on n'a pas forcément les bonnes infrastructures, les bonnes capacités, que l'écosystème n'est pas prêt, etc. Donc, si on le prend, on va dire, comme un projet traditionnel, effectivement, a priori, ce n'est pas le projet, en tout cas, ce pas les sujets sur lesquels on va vouloir actionner ou investir, en comparaison d'ailleurs peut-être à des leviers d'optimisation, peut-être avec des gains moins grands, mais sur lesquels le cadre est posé et on voit bien quel va être le gain d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, technologique de performance, etc. Donc, mais en fait, entre cette vision de projet, on se dit finalement la consigne, le réemploi, c'est un projet, il va falloir que l'entreprise avance dessus, développe une nouvelle offre ou adapte son offre actuelle ou adapte son processus, etc. Alors que là, en fait, on parle d'une démarche de réinvention qui n'est pas une simple évolution ou à la marge ou une simple nouvelle feature de produit. En fait, on parle d'un nouveau modèle, d'un nouvel écosystème, d'un nouveau business model, d'un nouveau positionnement. On est quasiment, pour moi, on est plus proche d'une démarche entrepreneuriale que d'une démarche projet traditionnelle qu'on va pouvoir mener ou même une démarche innovation qu'on va pouvoir mener dans l'entreprise. Donc là-dessus, il y a un écart entre souvent le sujet qui est traité. On est en train de repenser complètement ce que pourrait être l'industrie de demain, la filière industrielle de demain, le positionnement de l'entreprise dans ce nouveau modèle, les capacités industrielles associées, les compétences, etc. Et la manière dont le projet est perçu et piloté en interne dans l'entreprise. Là, un des points importants dans réinvention, c'est qu'effectivement, réinventer, ça veut dire avoir une ambition stratégique forte qui va souvent au-delà d'un simple rationnel, on va dire, et d'avoir en face une organisation au sens une entité, une équipe, un véhicule organisationnel qui permette vraiment d'atteindre cette ambition, ce modèle cible. Si on regarde là de manière un peu plus concrète sur les différents sujets, à chaque fois, ça s'applique sur des échanges et des réflexions réelles d'acteurs avec lesquels on travaille. Mais un acteur, par exemple, gestionnaire de flotte de bus et de cars, qui réfléchit au rétrofit en fait, de sa flotte, et donc des solutions de rétrofit par passer de moteurs thermiques
alternatives qui existent. Ce n'est pas son sujet, lui c'est un gestionnaire de flotte, ce n'est pas son sujet que de développer des solutions techniques ou technologiques pour renouveler les flottes de véhicules, les siennes et celles de ses clients. Et pour autant, si cet acteur veut atteindre ses propres objectifs en matière environnementale, il va avoir besoin de construire cet écosystème autour de lui. Et donc là, par exemple, on va avoir des enjeux sur comment est-ce qu'on crée un accélérateur ou un écosystème d'acteurs pour accélérer en fait la maturation des solutions techniques de rétrofit autour de cet acteur-là. Donc ça, c'est organisation parce que cet acteur a décidé que d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il accélère l'émergence de cette filière industrielle. On a un producteur d'électricité qui est a priori, donc son métier, c'est de produire, de vendre de l'électricité, mais qui décide de s'engager assez fortement sur les enjeux de transition environnementale et donc notamment de réduction de la consommation électrique. Donc déjà, on sent la petite tension avec le modèle historique et qui va donc, eux, ils vont en gros construire, monter une start-up, une entreprise dédiée pour simplifier, faciliter l'accès à la rénovation énergétique et donc en dehors de leur entreprise pour les acteurs du bâtiment et des gérances. Et dernier sujet, quand on est dans le monde optique, sur les verres optiques, où on était sur des nouvelles technologies qui permettaient de produire des verres de manière à zéro déchet, donc en réduisant de manière extrême la quantité de déchets. Même chose, les technologies ne sont pas matures et pour autant, une envie et une ambition assez forte d'aller sur ces sujets-là, de se positionner sur ces sujets-là. Là, on va plutôt discuter d'une création d'une marque dédiée avec une micro-usine adossée à cette marque qui va permettre en fait de faire vivre, de faire naître, de faire émerger cette nouvelle technologie et ces nouvelles propositions-là. Donc, voilà quelques exemples où à chaque fois on voit qu'il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de recette unique, de recette miracle, mais où on ne peut pas rester dans un mode projet traditionnel où on va développer une solution, une évolution, une feature qui va ensuite finalement retomber dans le core business de l'entreprise et avancer comme un projet classique. Sur ces sujets justement que nous on appelle plutôt les shift builders, donc comment est-ce qu'on construit les structures organisationnelles qui permettent de mener à bout, de mener au terme en fait ces projets de réinvention. On a principalement, en gros, ces 3 grandes étapes. Bien sûr, après, on pourra plus rentrer en détail, mais d'abord, explorer les scénarios de positionnement. Quel est le positionnement que l'entreprise souhaite avoir sur ce sujet de transition environnementale? Quelle place, quel rôle l'entreprise veut jouer au sein de ce nouveau modèle qui est en train d'émerger? Ensuite, quelle est l'ambition collective qu'on se donne et du coup les moyens qu'on va mettre aussi derrière pour y aller. Et bien souvent, ça va être une ambition, comme je disais tout à l'heure, qui va au-delà d'un rationnel, un pur rationnel économique ou d'un pur rationnel technologique ou en termes de performance. Autour de ces sujets-là, de nouveau, je vous rappelle, on est plutôt dans une démarche, on va dire, de type entrepreneurial où on se donne une mission, on se donne un objectif et on voit en avançant. Et la troisième étape, et je reviens pour la question, qui va être de construire, donc, de regarder quels sont ce que nous on va appeler donc les landing zones, donc les organisations qui vont permettre finalement de porter cette ambition et de la mener à terme. Donc ça pour nous c'est les 3 grandes questions et les 3 points de discussion assez forts qu'on va avoir avec les entreprises pour débloquer en fait des projets qui ont tendance un petit peu à piétiner ou du moins à pas avoir le potentiel maximal qui pourrait. Et donc, du coup, il y a Maya qui demandait est-ce que vous pouvez appuyer, est-ce que vous appuyez sur les scénarios climatiques pour que l'offre soit la plus cohérente possible avec les enjeux? Alors, les scénarios climatiques font partie effectivement des sujets qu'on va prendre en compte pour se fixer l'ambition ou le niveau d'ambition que l'entreprise souhaite atteindre. Ce qui est souvent intéressant, c'est d'aller un peu au-delà des objectifs ou des éléments qui sont fixés par la réglementation. Mais en tout cas, bien évidemment, ça fait partie des points d'entrée qu'on va avoir. Quand là, je parle des scénarios, je ne parle pas des scénarios au sens climatique, mais plutôt des différents scénarios de positionnement de l'entreprise. On va être dans un positionnement où l'écosystème va évoluer autour de nous et nous finalement on va faire évoluer notre offre pour essayer de s'adapter et voir quelle
place on va prendre demain là-dedans? Est-ce que finalement on va changer de positionnement, on va se positionner dans une nouvelle chaîne de valeur avec un nouveau rôle? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Quelles sont les capacités qu'il va falloir développer, etc., etc. Donc, c'est plutôt ces scénarios-là, c'est quelle place l'entreprise souhaite avoir dans ce nouveau modèle qu'on est en train de discuter. Quand je parle de scénario. Je ne sais pas si ça répondait à la question, Maya, mais voilà ce que nous, en tout cas, on entendait par scénario. Et là-dessus, même chose, on pourra vous envoyer des liens à l'article Shibuda. Donc là, vraiment, c'est le deuxième mécanisme, la deuxième prise de conscience qui est pour nous est assez importante, qui va être sur comment est-ce qu'on passe d'un modèle qui a tendance plutôt à brider le potentiel du projet, parce qu'on le pilote de manière assez traditionnelle, voire tuer le projet, voire enterrer le projet parce que finalement, ça ne débouche pas ou pas avec les attentes espérées. Et on va plutôt vers une démarche où on va définir une ambition stratégique et construire cette landing zone au bon niveau. Commencer à parler, c'est bon, j'arrive à la fin. C'est vraiment les deux grosses prises de conscience qu'on vous a partagées sur finalement les limites des démarches d'optimisation et le fait qu'il existe, qu'il est possible d'aller plus loin, de générer, d'identifier des leviers avec des démarches de réinvention qui sont un peu décalées, un peu différents de la manière dont on aurait regardé le sujet, mais qui permettent parfois d'avoir des gains assez drastiques et qui nécessitent par contre d'être initiés assez tôt, puisqu'on est derrière des grosses transformations. Et le deuxième qui est, une fois qu'on a identifié ces modèles, ces leviers qui sont plutôt de l'ordre de la réinvention, comment est-ce qu'on fait pour finalement arriver à maximiser leur potentiel en allant au-delà d'un pilotage de projet plus traditionnel. Voilà un petit peu là les deux grands sujets ou blocages auxquels nous qu'on discute et qu'on voit beaucoup lors de nos échanges avec les différents acteurs. Et du coup, voilà, nous, là, le point là pour conclure tout ça, c'est on est convaincu que c'est un sujet qui est encore assez nouveau pour les entreprises, comme on disait, qui sont encore pour la grande majorité dans des démarches plutôt d'optimisation. Mais on sent qu'il y a pas mal de signaux assez positifs de par les échanges qu'on a, les missions qu'on mène aujourd'hui dans certaines entreprises. On se dit qu'il y a probablement, on est au bon moment, c'est le moment où là, en plus, avec de nouveau le rapport du GIEC qui est venu appuyer le point, mais c'est le moment pour que ces approches de réinvention soient remises au cœur des discussions. Et de toute façon, c'est en parlant, en échangeant sur ces sujets-là qu'on va réussir à les faire aboutir, à les faire émerger. Donc voilà, si vous avez des envies, des besoins autour de ces sujets-là, nous, on est très ouverts à en discuter, à poser les sujets avec vous, à voir ce que ça peut faire émerger derrière. Donc, n'hésitez pas, je crois, c'est Anne qui va vous envoyer un petit lien si vous souhaitez échanger avec nous sur ces sujets-là. Et puis, dans 2 semaines, on aura un autre webinaire qui sera un petit peu la suite en fait, de celui-là, mais sur des éléments beaucoup plus outils, beaucoup plus méthodes concrets pour justement passer à l'action et mettre l'organisation en mouvement sur ces sujets de réinvention. Voilà, moi, j'ai un petit peu fini tous les éléments là que je voulais vous partager, mais si certains ont des questions ou souhaitent rester un petit peu là pour poursuivre les échanges maintenant, tout de suite, avec grand plaisir. Et puis, si voilà, un moment pour en discuter post-webinaire, n'hésitez pas à prendre un créneau. Je vous laisse peut-être réagir ou sinon, je vous souhaite un très bon appétit. Je peux vous donner la parole aussi si certains veulent intervenir. Vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole et sinon, on pourra échanger post-webinaire. Effectivement, ça sera dans le prochain webinaire, tout à fait, sur ces outils de diagnostic ces outils de diagnostic notamment autour du mur invisible qui permettent d'évaluer, on va dire, à ces grosses mailles le potentiel des leviers d'optimisation, de les mettre au regard des enjeux
environnementaux, des objectifs environnementaux, et du coup de voir s'il y a un écart. En gros, est-ce que finalement tout va bien se passer en poursuivant les démarches d'optimisation, ou est-ce qu'il y a un gap et que du coup, pour le coup, une démarche plus de type réinvention pourrait être nécessaire. Mais ça, c'est des choses qu'on présenterait au prochain webinaire. Merci pour vos retours. Oui, Jean-Philippe qui dit, vous intervenez déjà chez nous, la démarche est entamée. Oui, mais il va falloir qu'on arrive à passer le deuxième blocage, mais on est en cours, effectivement. Ok, eh ben, merci pour vos retours. Je vous souhaite un bon appétit. On vous enverra donc les petits éléments pour aller plus loin si ça vous intéresse de creuser les différents sujets là qu'on a abordés aujourd'hui. Et sinon, bon appétit à tout le monde et merci d'avoir suivi. Oui, vous n'hésitez pas à réserver le petit échange, mais on va vous remettre aussi le lien. Merci à tous.